Avec un mariage qui dure depuis plus de 40 ans, on aurait pu s'attendre à ce que Tony et Minnie Beats soient enterrés sous le poids des rumeurs ou même séparés depuis longtemps, surtout après la perte dévastatrice d'un enfant. Pourtant, au fil des années, leur lien n'a fait que se renforcer et leur partenariat s'est consolidé. Mais récemment, Tony Beats a révélé une vérité sur sa femme qui a stupéfié même ses fans les plus fidèles. Et ce n'était pas le conte de fées auquel les gens s'attendaient. Ce qu'il a avoué était brut surprenant, et loin de l'image brillante que la plupart des téléspectateurs se faisaient du couple minier préféré de la télévision. Contrairement aux rumeurs qui prétendent que le mariage de Tony et Minnie est sur le point de s'effondrer, leur histoire d'amour continue de défier le temps. Ensemble, ils n'ont pas seulement survécu au monde éreintant de l'extraction de l'or, ils l'ont maîtrisé et l'ont transformé en un héritage qui s'étend sur plusieurs générations. Leur réussite est la preuve vivante qu'avec suffisamment de courage et de loyauté, une famille peut transformer un travail éreintant en un empire. Comme l'a dit Tony lui-même, nous avons la chance de bien préparer les enfants. Nous avons la chance que les enfants travaillent avec nous. Je pense qu'ils continueront à l'avenir tant que le prix de l'or sera élevé et qu'il y aura suffisamment de terrain à exploiter. C'est agréable de travailler avec ses enfants et de voir que cela continue. Il semble que nous ayons suffisamment de terrain pour qu'ils puissent continuer longtemps. C'est ainsi que nous réussissons. Mais derrière ce succès, la famille Beats est aussi une cible constante de scandales. Récemment, l'Internet a été inondé d'affirmations sensationnelles visant à détruire leur image. En avril 2025, une rumeur choquante a commencé à circuler selon laquelle un tribunal avait condamné Tony et son fils Mike Beats à la prison à vie. Les médias sociaux sont devenus frénétiques. Les fans ont parcouru le web cherchant désespérément à comprendre ce qui avait pu conduire les stars bien-aimées de la ruée vers l'or à un tel destin. L'histoire a fait son chemin sur YouTube et TikTok, et une vidéo virale intitulée « Tony Beats et Mike Beats de Gold Rush, condamnés à la prison à vie » a été visionnée plus de 210 000 fois. La vidéo décrit une scène dramatique de tribunal dans le territoire du Yukon, la qualifiant d'affaire criminelle la plus importante jamais vue dans le monde de la télé-réalité minière. Elle affirme que les enquêteurs ont découvert une vaste opération criminelle fondée sur la tromperie et la destruction de l'environnement. Pourtant, malgré ces accusations audacieuses, la vidéo ne mentionne jamais de charges précises, se contentant de vagues mentions de fraude fiscale et de pratiques minières illégales. Le narrateur prétend que l'absence supposée de remords de la famille Beats a forcé le tribunal à imposer la peine la plus sévère possible. Puis vint l'avertissement silencieux à la fin, une confession en petits caractères qui brisa l'illusion de la vérité. Les points de vue et les informations partagées dans les vidéos de Nira sont tirées de rapports d'actualité et de réflexions personnelles. Elles sont fournies à des fins éducatives et informatives uniquement et peuvent ne pas toujours refléter les derniers développements ou offrir une perspective complète sur les sujets abordés. En d'autres termes, il s'agissait d'une fiction déguisée en réalité. Peu après, une autre rumeur est apparue affirmant que Minnie Beats elle-même avait enfin révélé la vérité sur son mariage et que celui-ci n'était pas bon. Un blogueur de Facebook a mis en ligne une vidéo suggérant que Tony avait été infidèle. Bien que la vidéo ait été retirée par la suite, elle s'est répandue comme une traînée de poudre avant de disparaître, laissant derrière elle des spéculations et des chuchotements qui menaçaient de ternir une relation que les fans admiraient depuis longtemps. Pour un couple qui avait bâti son héritage sur l'unité et la confiance de telles rumeurs, on frappait fort. Après tout, Tony et Minnie ne sont pas seulement des partenaires commerciaux. Ils sont l'épine dorsale d'une entreprise familiale qui est devenue synonyme de détermination et de succès. Avec une valeur nette estimée entre 15 et 20 millions de dollars pour Tony et environ 4 millions de dollars pour Minnie, le couple a prouvé que le travail acharné et la résilience peuvent transformer les débuts les plus modestes en fortune. Et pourtant, lorsqu'on a demandé à Tony de dire la vérité sur sa femme, ses paroles n'étaient ni dramatiques ni romantiques, elles étaient fondées et honnêtes. Il a admis que Minnie avait toujours été son plus grand soutien et sa conseillère la plus fiable, mais il a également précisé que leur succès était le fruit d'un effort partagé. C'est un jeu à 50-50, a-t-il dit. Minnie, a-t-il expliqué, a contribué autant que lui, ni plus ni moins.
Sa sagesse et son sens de l'organisation ont guidé leurs décisions, mais c'est le travail acharné jour après jour qui a fait du nom Beats ce qu'il est aujourd'hui. Cette révélation a été faite lors d'une interview exclusive avec Monstres et Critiques, où l'on a demandé directement à Tony. Tony, nous sommes fascinés par Minnie et son rôle dans Gold Rush. Sans perdre de temps, Tony a répondu vif et confiant. C'est du 50-50, madame. Alors que l'intervieweur insiste sur le sens des affaires de Minnie, Tony sourit, mais reste sur ses positions. Oui, elle était brillante. Mais son succès, a-t-il dit, était le fruit de la collaboration de toute la famille et non de la magie d'une seule personne. Pourtant, la famille Beats n'a pas été épargnée par les défis internes. Lorsque leur fils Kevin a décidé de créer sa propre entreprise minière indépendante, s'éloignant ainsi de l'ombre de son père, les spéculations se sont multipliées quant à la pérennité de l'unité de la famille. Tony, cependant, est resté calme. Il a donné à Kevin l'occasion de faire ses preuves en lui louant un terrain pour qu'il l'exploite à son compte. Ils ont négocié un accord équitable, Tony recevrait 10% des redevances et Kevin aurait accès à une partie de l'équipement de son père pour démarrer. Alors que l'or frôle les 2700 $, l'once, Tony décrit l'indépendance de Kevin avec fierté, plutôt qu'avec ressentiment. « J'ai trouvé ça génial », a-t-il déclaré. « Il arrive un moment où vos enfants ne sont plus des enfants, ce sont des adultes. Ils doivent prendre leurs propres décisions. Ils doivent voler de leurs propres ailes et faire ce qu'ils veulent. J'étais très heureux pour lui. » Il a probablement débattu pendant 1 an avant de décider de se lancer dans l'exploitation minière. Nous avons pensé que nous pourrions vraiment l'aider à se lancer. J'ai été impressionné et heureux de le voir se lancer tout seul. Oh. Tony admet que Kevin était nerveux à l'idée de lui demander sa bénédiction, mais il est certain que son fils a trouvé sa voie. Pendant ce temps, Mike dirigeait Paradise Hill, se révélant un patron compétent. Et Monica s'occupait toujours des opérations de nettoyage de l'or avec sa précision habituelle. Malgré le chaos en ligne, les rumeurs et même les changements au sein de sa famille et Tony Beats ne montrent aucun signe de ralentissement. Dans la dernière saison, il vise à extraire au moins 5000 onces d'or, un objectif qui reflète à la fois son ambition et la fondation inébranlable que Minnie et lui ont bâtie ensemble. Lorsqu'on lui demande quel est le secret de la longévité de son mariage, la réponse de Tony est d'une simplicité désarmante. Leur parcours, dit-il, a été plutôt facile. Et c'est peut-être là la vraie vérité. Pas de rumeurs, pas de scandales, pas de bruit. Juste 2 personnes qui ont construit un empire côte à côte, une once d'or à la fois. En fait, il supposait qu'il devait toujours accepter ce qu'il proposait pour que la paix règne. Pour lui, la meilleure approche du mariage est la collaboration. Ils complètent leurs faiblesses respectives. Selon lui, c'est assez facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire « Oui, ma chère, je pense que nous avons un bon parcours. Nous faisons presque tout ensemble. Comme je le dis, elle s'occupe de l'argent et moi du bac à sable. Cela semble très bien fonctionner. Nous n'interférons pas dans nos tâches respectives au sein de l'entreprise. Nous savons que s'il y a un jour une dispute, nous l'utiliserons toujours, alors ce n'est pas la peine d'en commencer une. » Lorsqu'on lui a demandé comment il parvenait à rendre Minnie heureuse, il a répondu qu'il faisait simplement ce qu'elle aimait. Il a révélé que Minnie aimait aller au Mexique pendant l'hiver. Nous en profitons ensemble. Avec l'âge, c'est agréable d'avoir 3 ou 4 mois de congé pour aller où l'on veut et faire ce que l'on veut. Je pense que c'est Minnie qui aime le plus aller au Mexique. Une femme heureuse, une vie heureuse. Finalement, lorsqu'on l'a interrogé sur ses projets de retraite, il a répondu qu'aucun d'entre eux n'avait de projet pour l'avenir proche. Selon lui, il faut profiter de la vie. C'est ce que je fais tous les jours depuis 40 ans que je suis dans l'industrie minière. Je ne pense pas que cela changera de sitôt. Les gens peuvent me demander si je vais prendre ma retraite ou faire telle ou telle chose. Je leur dis que je le laisserai dans une boîte. Ce sera à peu près tout. Compte tenu de l'amour que ces deux-là partagent, on peut se demander comment ils se sont rencontrés et ont construit un amour aussi fort. Nous allons voir si vous vous posez la même question. Tony bat sa vie personnelle. Tony a rencontré l'amour de sa vie dès 1966, même si à l'époque il ne se doutait pas que les vents de la vie allaient les balloter. En effet, ils avaient respectivement 7 et 6 ans. Lorsque Tony et sa famille ont emménagé dans le quartier de Friesland, aux Pays-Bas, dans une interview accordée à Monstres et Critiques, elle a évoqué leur rencontre pendant l'enfance. Elle a déclaré « Tout d'abord, j'ai rencontré Tony alors qu'il était enfant dans la rue il y a 55 ou 56 ans. Il a emménagé dans le quartier quand il avait 7 ans et moi 6. Nous vivions en Hollande, aux Pays-Bas.
Plus tard, nous avons décidé ensemble de partir pour le Canada. Elle est née comme l'un de ses parents 5 enfants le 4 janvier 1960 aux Pays-Bas. À l'époque, ses parents tenaient une boulangerie. Dès son plus jeune âge, beaucoup de choses sont restées en place. Elle vivait à la ferme avec ses frères et sœurs et ses parents. L'histoire entre Tony Beat et elle a commencé en 1978 par une rencontre amoureuse fructueuse qui a été mise à l'épreuve lorsque 18 mois plus tard, Beats a décidé de tenter sa chance et de s'installer au Canada pour s'assurer que la jeune femme puisse l'accompagner officiellement. Beats a fait d'elle une honnête femme et l'a épousée. À cette époque, ils avaient respectivement 23 et 24 ans. Ce fut le début de nombreuses années de partenariat et d'engagement. Elle l'a toujours aidé dans ses activités minières, mais elle travaille également dans le domaine des soins de santé à domicile. Ensemble, ils ont 4 beaux enfants, dont le premier est Kevin, né en 1988, qui a donné naissance à Monica en 1993, Mike, le deuxième fils, en 1990, et Bianca, la plus jeune. Ils ont également connu quelques pertes, comme celle de leur fille Jasmine, âgée de 2 mois en 1992. Tony a également perdu son père Klaus juste avant la diffusion de la 6e saison de Gold Rush. Cependant, les enfants survivants restent tous actifs dans l'entreprise familiale. Monica, la fille aînée, travaille comme superviseur dans les mines. Bianca, la plus jeune des filles, aide à la comptabilité. C'est aussi une personne extrêmement discrète qui refuse toute occasion d'apparaître à l'écran. Kevin, le fils aîné, travaille comme mécanicien, tandis que Mike, le fils cadet, s'occupe d'une des dragues. Minnie n'est pas seulement l'amie de son mari, elle est aussi sa comptable et sa constante voix logique. Elle s'occupe de la paperasserie et de la comptabilité de l'entreprise, veillant à ce que les opérations se déroulent sans heurts, tout en soutenant les ambitions de Tony. Elle participe également aux négociations à l'embauche des travailleurs et à la supervision des opérations quotidiennes de la mine. Comme les gens l'entourent constamment, elle est sa voix de la raison équilibrant les dépenses excessives de son mari. Elle est la seule à donner des conseils à Tony. Même les fans ont remarqué ses compétences exceptionnelles. Les gens pensent que Minnie est la principale responsable du succès de Beats. Sur Reddit, certains commentaires indiquent qu'elle est la force motrice de la famille Beats, et je suis sûr qu'elle est la patronne à la maison, et que Tony fait tout ce qu'elle dit. D'autres utilisateurs ajoutent que Tony reçoit tout le mérite, mais que c'est Minnie qui maintient le spectacle sur la route, empêchant Tony de dépenser une fortune pour ses idées. Tony Parker est un jeune homme dont le parcours minier a commencé à l'adolescence lorsqu'il a aidé son grand-père à exploiter sa mine. Son grand-père John Schnabel lui a légué la mine Big Nugget à sa mort. Parker a déjà atteint des sommets inatteignables dans le domaine minier puisqu'il a dû accumuler 6000 onces d'AO en 2018 qui valait 7 200 000 $ à l'âge de 26 ans. Alors qu'il était encore jeune dans le milieu, Parker a été le mentor de Beats jusqu'à ce qu'il commence à gagner autant que l'icône de l'industrie. Certains disent que le succès de Parker est à l'origine de la discorde entre les deux hommes, mais nous allons découvrir la véritable raison de la querelle entre ces deux hommes, autrefois très proches. Beats n'est devenu un membre à part entière de l'émission qu'au cours de la 4e saison de Gold Rush. C'est au cours de cette saison que Beats et Parker se sont rencontrés pour la première fois. Cependant, la douce relation mentor-mentoré qui s'est développée à partir de cette rencontre a tourné au vinaigre après que Beats a loué une parcelle de terrain à Parker dans le but d'exploiter une mine. Selon un article paru dans le magazine Outsider, Schnabel aurait conclu un accord avec Beats pour exploiter une piste d'atterrissage appartenant à Beats. Grâce à la mine, il entendait extraire des milliers d'onces d'or pour réaliser un profit substantiel. Cependant, dès l'extraction de son premier lot d'or, il s'est vite rendu compte que l'arrangement concernant le paiement des redevances tel qu'il avait été mis en place par Beats était une ruse pour s'assurer que plus il travaillait dur, plus Beats s'enrichissait. Cependant, le public n'a eu vent de cette découverte qu'au cours de la saison 9 de Gold Rush, lorsque Parker a commencé à exiger que les taux de redevance soient modifiés. Il a noté que pour chaque 6000 onces extraites, il donnait à Tony une redevance de 25%, et que pour chaque 8000 onces, il donnait à Tony près de 2 millions de dollars. Il a également fait remarquer qu'il se ruinerait s'il continuait à ce rythme. Il a même dû cesser d'exploiter les terres qu'il louait pour ne pas avoir à remettre tous les bénéfices réalisés à Beats. Il a toutefois fait remarquer qu'il ne voulait plus avoir à s'y rendre.
Cependant, au lieu de trouver un terrain d'entente, cette affirmation conduit à un échange houleux qui donne le coup d'envoi de ce que l'on a appelé leur bif. Tony refusant de revoir son bail, Parker décide de trouver un moyen de contourner le contrat. Il a ensuite demandé à son équipe de passer aux fourmis dès qu'elle atteignait 1511, puis de revenir en arrière. Ce plan, aussi astucieux soit-il, leur a permis de payer des redevances sur le poids net de leur cargaison plutôt que sur le poids brut. Lorsque Beats découvre le nouvel arrangement, il n'est pas très content. Il est devenu particulièrement triste lorsqu'il a découvert qu'il transportait même la charge utile de son trou de boue jusqu'à sa concession du Klondike en passant par le terrain loué. Il s'est ensuite arrêté à éteindre les machines de Schnabel et à fermer son installation de lavage. Il leur a dit « Toute la semaine, vous vous êtes faufilés dans la cour, avec des camions de pierre. Et maintenant, vous faites de l'éclusage ici. Le contrat stipule que tant que vous nous louez le terrain, c'est le seul matériau que vous pourrez extraire. » Parker, quant à lui, accuse Tony de cupidité. Il lui a aussi dit « Tu vas gagner plus d'1 million de dollars cette année. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous asseoir et de gagner de l'argent. » Ce à quoi Beat a répondu que ce n'était pas suffisant. Et Parker, de son côté, a répondu « Alors tu peux aller te faire foutre. » Depuis lors, les deux parties sont restées opposées et n'ont guère tenté de se réconcilier. La controverse de l'essence allumée. En 2014, une équipe de Discovery Channel a suivi Beats et son équipe travaillant à la drague d'Eureka Creek, près de l'Indian River, lorsque le 4 octobre, l'un des sous-traitants de Beats, le soudeur Marc Favorin, a décidé de verser du carburant dans l'étang de la drague et d'y mettre le feu. Avant de le faire, il a demandé la permission à Beats qui a réagi vivement et rapidement. Beats lui a répondu « I don't give a fuck » lorsqu'on lui a posé la question. Favron a confirmé cette affirmation lors de son témoignage au tribunal. Favron a également confirmé qu'il avait versé entre 4 et 7 litres d'essence sur l'étang avant d'y mettre le feu. L'ensemble du drame depuis le versement de l'essence jusqu'à son allumage a été diffusé dans un épisode de Gold Rush intitulé 111 en février 2015 et un extrait de l'épisode a été présenté comme preuve au tribunal. En fait, l'effet de leurs actions sur l'environnement a été si peu pris en compte que le narrateur a simplement annoncé que l'équipage était sur le point de donner un baptême viking à la drague. En fait, lorsque les lumières s'allument, on voit Beats crier à l'équipe de tournage « Je vous l'ai dit les gars qu'il y ait de l'eau ou de l'enfer ». C'est cet acte qui a valu à Beats et Tamarack Inc. ont été inculpés de 2 chefs d'accusation, l'un pour avoir déversé des déchets dans l'eau et l'autre pour avoir omis de signaler un déversement de carburant en octobre 2014. Le juge Peter Chisholm les a reconnus coupables le 17 mai. Il a également mentionné que le mineur expérimenté aurait pu empêcher la cascade mais ne l'a pas fait, et que l'amende enverrait un message aux pollueurs selon lequel les tribunaux prennent de telles affaires au sérieux. Par ailleurs, l'inspecteur en chef des mines du Yukon, Robert Savard, a déclaré que son bureau avait reçu une plainte en mars 2015 de la part des agents d'exécution de la loi d'Environnement Canada à Yellowknife. Les accusations ont ensuite été portées après que le ministère territorial de l'énergie, des mines et des ressources l'a confirmé. Beats, d'une part, a été reconnu coupable d'avoir permis le dépôt de déchets dans l'eau d'une zone de gestion de l'eau et d'avoir omis de signaler ce dépôt. En revanche, Tamarack Inc. a été reconnu coupable de ses chefs d'accusation ainsi que du non-respect des conditions de son permis d'utilisation de l'eau. Marc Favrin, le soudeur, a finalement payé une amende de 1725 $, d'autant plus qu'il a reconnu sa culpabilité, tandis que Beats et Tamarack Inc. ont payé 31 000 $ d'amende. La répartition des amendes de Beats est la suivante. Elles ont payé une amende de 4 000 $ pour avoir permis le déversement de déchets dans l'eau et ont dépensé 2 000 $ pour avoir omis de signaler le déversement. Tamarack, quant à elle, a été condamnée à une amende de 10 000 $ et de 5 000 $ respectivement pour les accusations susmentionnées, puis de 5 000 $ chacune pour les 2 manquements aux conditions de sa licence d'exploitation de l'eau. Les 2 sociétés n'ont eu que quelques mois pour payer les amendes. Comment Tony Beats est-il devenu célèbre grâce à Gold Rush? Fait-il toujours partie de l'équipe et ses enfants, son ascension vers la célébrité grâce à Gold Rush? La popularité de Tony Beats a grimpé en flèche après qu'il a rejoint la saison 2 de l'émission Gold Rush de Discovery Channel. L'émission a été diffusée pour la première fois le 3 décembre 2010 et a depuis acquis une renommée internationale. Cependant,
La première saison se concentrait entièrement sur un seul groupe de mineurs qui se frayaient un chemin dans l'industrie minière. Son voyage dans la ruée vers l'or n'a pas commencé avant la saison 2 de l'émission. Il a rejoint d'autres membres de l'équipe et n'a commencé à apparaître qu'en 2011. Cependant, sa personnalité stricte n'a été révélée qu'après que le mineur Todd Hoffman lui a demandé conseil. Bien qu'il ait d'abord été engagé comme consultant, il est rapidement devenu un membre régulier de l'équipe connu pour ses opinions directes et sa forte présence. Il incitait les gens à travailler dur et on l'entendait souvent dire « percer, percer, percer ». Il est également connu pour dire qu'il y a 3 sortes de personnes, celles qui font bouger les choses, celles qui attendent que les choses se passent et celles qui se demandent ce qui s'est passé. Tous ceux qui ont observé Tony pendant un certain temps seraient certainement d'accord pour dire qu'il faisait partie de ces personnes qui font bouger les choses. On peut également affirmer que Tony est l'un des mineurs les plus stricts de l'histoire de l'émission. Il est très dévoué et a même intégré sa famille dans l'entreprise en impliquant activement sa femme et ses enfants. Lui et sa famille évitent généralement les conflits en choisissant d'interagir pacifiquement avec les autres mineurs. Nous découvrons également à quel point qu'il est impliqué dans tous les aspects du processus d'extraction de l'or du dragage, à l'exploitation minière et enfin au traitement. C'est au cours de la 5e saison qu'il a décidé de changer de vie en se lançant dans le dragage de l'or, ce qui lui a permis de draguer plus d'or à moindre coût. Pour ce faire, il a investi environ $1 million dans l'acquisition d'équipements. Il a également la réputation d'utiliser souvent des jurons, surtout lorsqu'il s'énerve. Ce trait de caractère lui a valu un nouveau surnom. La plupart des Néerlandais l'appellent Tony Pipe. Il est également souvent caractérisé par son entreprise minière familiale. Dans son entreprise, sa femme gère les finances, tandis que les enfants travaillent avec lui sur le site. Il est apparu dans 160 épisodes au total et gagne actuellement environ $25 000 par épisode, ce qui lui permet de compléter ses revenus miniers et d'élargir son audience à l'échelle mondiale. Au cours des multiples saisons dans lesquelles il est apparu, il a mis en lumière les défis mécaniques, logistiques et managériaux de l'extraction moderne de l'or, tout en mettant l'accent sur l'efficacité, l'autonomie et la résilience opérationnelle. Revenons maintenant sur le parcours de Tony Beets et sur sa vie avant la célébrité de la ruée vers l'or, le mystère Tony Beets. L'icône de l'or, Andrew Tony Beets, est né le 15 décembre 1959 à Wijdonnes, aux Pays-Bas de Klaus Beets et Magda Beets. Il a des ancêtres néerlandais et possède les nationalités néerlandaises et canadiennes. À l'âge de 7 ans, sa famille déménage à Bergwoord, en Frise. Il a ensuite été élevé dans la ferme familiale où il a développé très tôt une forte éthique du travail et a été chargé de traire les vaches. Il a repris la ferme familiale après que son père a été victime d'un horrible accident. Cet incident a contribué à faire de Tony un individu plus déterminé, plus confiant et plus mature. Ayant été placé sous le contrôle d'hommes 2 fois plus âgés que lui, il savait qu'il devait mériter sa position. Cela l'a amené à prendre une décision qui a changé sa vie. J'ai donc décidé que je devais devenir égal ou supérieur aux personnes qui travaillaient pour moi. Toute ma vie, où que j'aille si je n'étais pas contremaître au bout d'une semaine, j'ai toujours gardé une longueur d'avance sur les autres. Cet acharnement lui a valu le surnom de Viking, en raison de sa ténacité et de sa volonté de prendre des risques audacieux. Devenu sceptique quant à l'avenir de l'agriculture aux Pays-Bas, malgré son respect pour le milieu agricole, il a décidé d'émigrer au Canada. Enfin, au début de la vingtaine, il décide de quitter les Pays-Bas à la recherche de nouvelles opportunités et à l'âge de 23 ans, il immigre au Canada avec sa petite amie de l'époque Minnie, avec laquelle il se mariera plus tard. Ils arrivent en Colombie-Britannique avec $300 seulement et aucune connaissance de l'anglais. Ils ont fini par apprendre la langue au fil de leurs activités quotidiennes. Tony a appris l'anglais sur les chantiers de construction où il travaillait, tandis que Minnie l'a appris dans les feuilletons télévisés auxquels elle s'adonnait souvent. Au cours de cette période, il a obtenu de nouvelles informations. J'ai entendu dire que les gens du Yukon gagnaient $0 par semaine dans les mines. Je me suis dit que j'allais faire la même chose. Cependant, décrocher un emploi dans le secteur minier n'a pas été aussi facile qu'il n'y paraissait au départ, notamment parce qu'il est arrivé à Whitehorse avant la saison des emplois dans les mines d'or. Cependant, après être retourné à la ferme pour quelques mois supplémentaires et avoir échangé des machines à traire dans une ferme laitière près de Salmon Arm BC, il trouve un emploi dans le secteur des oléoducs en Alberta. C'est pendant qu'il travaillait dans le secteur pétrolier qu'il a décroché un emploi dans la mine d'or de Dawson City, près du territoire du Yukon.
ce qui a donné le coup d'envoi de sa carrière dans l'exploitation minière en 1984. Ce fut le coup d'envoi de sa carrière dans l'exploitation minière en 1984. Au fil du temps, il a créé Tamarack Inc., une société minière qu'il dirige avec succès depuis des années et qui contrôle certaines des plus grandes concessions minières de la région du Klondike. Il dirige également l'une des plus grandes exploitations d'or de la région du Klondike, connue sous le nom de mine Eureka Creek. Il a également investi massivement dans des machines. Par exemple, il a acheté une drague pour $1 million. Un article paru dans Modern Contractor Solutions indique qu'il a acheté la mine en pensant que le retour à l'ancienne méthode d'extraction par dragage pourrait l'aider à extraire plus de terre et à trouver plus d'or à un coût moindre par once. Actuellement, il a transformé la mine Tamarack en l'une des entreprises les plus lucratives du territoire du Yukon. Il a acquis plus de 143 titres miniers, dont ceux de Paradise Hill et de Scrivener Creek. Actuellement, Tamarack Gold Resources Inc. possède plusieurs mines à Dawson Perth et Sudbury. L'acquisition de ces sites de premier ordre témoigne de son expertise dans l'identification et l'exploitation de sites riches en or. Elle s'est également forgé la réputation d'embaucher les jeunes les plus difficiles de la région qui ont prouvé qu'ils étaient capables de persévérer et de s'intégrer dans l'atmosphère familiale des mines. Il s'agit là d'une histoire typique de passage de l'herbe à la grâce agrémentée d'une touche de travail acharné de constance et de dévouement. La notion de transfert de compétences et de position dans l'entreprise est également inhérente, même si cela peut coûter quelques relations. C'est aussi l'histoire d'un amour durable, même au milieu de loups, prêts à démolir ce qui a mis des années à se construire. La question est maintenant de savoir si Tony Beats ou sa femme ont déjà dit quelque chose de négatif à propos de l'autre. Il n'y a aucune preuve d'un tel moment. À votre avis, quel avenir Tony décidera-t-il de construire? Restera-t-il fidèle à la ruée vers l'or? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à cette chaîne pour